Bonjour chers Sénégalais et Sénégalaises. Permettez-moi avant tout de vous présenter mes très respectueuses salutations. C'est un bonheur pluvieux pour moi aujourd'hui de déverser mon peu de savoir et ma humble réflexion sur le rôle de l'école, sur le rôle de nos universités. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par l'exploitation des ressources pétro-gazières et minières. C'est un bonheur pluvieux pour moi d'aborder ce thème qui interpelle l'avenir de nos enfants, de tous les élèves et étudiants, de tous les citoyens du Sénégal. L'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse, mais on ne fait pas allusion à n'importe laquelle. On fait plutôt allusion à une jeunesse bien cultivée, à une jeunesse instruite, à une jeunesse bien préparée et experte dans la science et la technique, experte dans la mécanique et extrêmement ingénieuse dans le secteur minier, gazier et pétrolier. C'est dans cette perspective que je salue hautement la pertinence de telles interrogations. Quelle est la responsabilité de l'école dans tout ça? Que doivent apprendre et comprendre les enfants du Sénégal? Comment parvenir à ce stade où nous n'aurons plus besoin de faire appel aux étrangers pour gérer nos ressources naturelles, construire nos ponts et infrastructures? Comment se débarrasser définitivement de cette pauvreté technique et intellectuelle qui nous empêche d'atteindre le degré d'efficacité des Occidentaux? Nos enfants, jeunes apprenants, doivent être imprégnés très tôt, dès le bas âge, dès leur cycle primaire, dans la technoscience. C'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale, ça doit être la priorité du ministre de l'Enseignement supérieur. L'école, les lycées, les universités ont la lourde responsabilité d'innover en inscrivant dans leur programme académique des disciplines dans et par lesquelles les jeunes apprenants sénégalais développent une expertise, une ingéniosité accrue et prématurée qu'il mettra dans un futur proche au service de son pays. Ce qui me chagrine, c'est le fait de constater que le système académique du Sénégal est dépassé, archaïque et incapable de répondre de façon concrète aux besoins des Sénégalais. Nous avons hérité un système éducatif démodé, archaïque, qui n'encourage pas la promotion et la valorisation des branches, des séries techniques et scientifiques. Dans l'université, presque 24% des étudiants embrassent les filières scientifiques. Peu sont les établissements qui enseignent de nos jours la série T, la série S1, la série S3 ou la série F1, qui sont des branches purement techniques, mécaniques et scientifiques. C'est par ces filières que peuvent sortir demain au Sénégal des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs hydrauliques, des ingénieurs aéronautiques, des ingénieurs dans la construction navale et des usines de production métallurgique et de transformation de produits bruts et matières premières. L'éducation que nous donnons aux élèves aujourd'hui dans les écoles, aux étudiants aujourd'hui dans les universités, doit être une éducation qui se met au service de la science. Comme le disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. Nous avons besoin aujourd'hui au XXIe siècle de la science et de la technique. Nous devons supprimer certaines leçons dans nos programmes académiques. Certaines leçons d'histoire et de géographie doivent être supprimées définitivement du programme. Nos élèves n'en ont pas besoin. Certaines leçons en littérature, même en philosophie, doivent être supprimées du programme. Les élèves n'en ont pas besoin. Nous avons besoin de maîtriser la science et la technique. La science doit être au cœur de l'éducation.
Nous devons avoir une éducation qui ne doit être ni pure théorique, ni pure politique. Nous avons assez parlé, assez fait de politique, assez donné des théories qui ont fini de montrer leurs limites, parce que non accompagnés par des matériels, des outils, des bagages techniques, scientifiques et pratiques. C'est donc de l'examen des besoins les plus pressants du peuple sénégalais à l'état actuel, dans le domaine du gaz et du pétrole, que devra découler, qu'on le veuille ou non, la nouvelle orientation de notre système éducatif national. Fini ces matières et disciplines que nous bourrons dans le cerveau de nos enfants, de nos élèves, de nos étudiants, et qui ne se rapportent pas aux besoins du marché du travail, qui ne répondent pas aux besoins des entreprises privées. Ce qui est d'ailleurs la première cause du chômage de nos étudiants qui sortent de l'université. Nous avons besoin, par la science, de jouir d'une société libre et parfaitement organisée, d'ouvrir davantage les yeux sur la nature extérieure des choses, de concurrencer avec les Occidentaux, d'atteindre leur degré d'efficacité. En un mot, de découvrir la nature dans sa totalité. C'est donc à cette double exigence sociale et intellectuelle que devra être soumise notre éducation nationale pour être valable à nos yeux. Chaque professeur doit poser le problème social, le problème du gaz et du pétrole dans son art, dans sa discipline, se mettre au cœur du réel et exécuter un programme académique et des œuvres nobles et pratiques qui seront inspirées à la génération à venir, aux générations futures, un idéal de grandeur, un idéal d'excellence et une vie de succès. Après plusieurs années de réflexion et de débat que nous voyons sur les médias sur des sujets qui nous lient tous par ce destin commun qu'est le Sénégal, j'ai enfin osé, moi, M. Diop, m'adresser à vous par cette réflexion. Je la veux très riche en enseignements sur les ressources minières, pétrolières et gazières. Je la souhaite source d'informations sur les autres activités connexes, directes et indirectes. Je l'inscris d'ailleurs sur la feuille de route pour développer ce beau pays qui se nomme le Sénégal, qui nous a tout donné et auquel nous devons beaucoup même. Étant un citoyen sénégalais impliqué dans la dynamique de sa nation, je rends grâce à Dieu, à mon Seigneur, si ma modeste personne apporte quelques connaissances, aussi minimes soient-elles, qui peuvent nous aider à être parmi les pays les plus développés. Ce serait une immense fierté sur mes connaissances. Je pense que le nombre de cadres de différents domaines que nous avons peut amener ce beau bateau qui se nomme le Sénégal dans des lendemains meilleurs, en créant une usine, une industrialisation de nos matières premières, que ce soit des produits finis ou semi-finis, en collaboration avec le secteur privé, qui vont se constituer en consortium, en créant, comme par exemple, une société nationale d'engrais du Sénégal, une société nationale des ciments du Sénégal, une société nationale de l'or du Sénégal, une société nationale des phosphates du Sénégal, une société nationale des margues du Sénégal, une société nationale de concassage du Sénégal, une société nationale de transformation des produits halieutiques du Sénégal, une société nationale de transformation fruitière du Sénégal, une société nationale des huiles du Sénégal. Vive le patriotisme économique qui apporte une vraie et durable industrialisation de nos matières premières, en offshore comme en onshore. Sur ce, nous ne devons pas être parmi l'un des pays les plus endettés au monde avec une dette de 14 milliards de francs CFA. Nous ne devons pas être l'un des pays les plus pauvres, l'un des pays les plus corrompus avec
un indice de la corruption qui s'estime à 118 milliards de francs CFA. 30e aux indices de développement humain, avec un taux de chômage de 24,1%. Le Sénégal n'a pas de problème de ressources naturelles. Nous n'avons pas de problème de ressources humaines, mais nous avons au Sénégal des problèmes de leadership. Nous ne mettons pas les gens qu'il faut là où il faut. Nous avons un problème de casting, de coaching et de monitoring. Et ce pays ne peut plus se faire sans cette alternative générationnelle qui incarne une élite intellectuelle et un leadership éclaté, en misant sur des compétences et des vertus. Le constat montre à suffisance que le Sénégal n'a ni un problème de ressources humaines, ni un problème de ressources naturelles. Il souffre d'un manque chronique de ciblage des priorités et un problème de leadership. Et c'est pour ces raisons que malgré toutes ces potentialités, nous nous situons parmi les pays les plus pauvres, les plus endettés et certainement les plus corrompus. Je ne suis ni un homme politique. Dans ce domaine bien précis des ressources minérales, que je participe au débat et contribue aux propositions sur les axes de développement pour notre cher Sénégal. Je ne suis ni un politicien. Je suis juste un homme engagé, un philosophe donc. Je pense que nous ne sommes plus des commentateurs politiques, mais des acteurs politiques pour participer aux défis et enjeux qui interpellent notre pays. Le développement du Sénégal passe par l'engagement, le devoir, le pragmatisme, l'action et non l'inertie et le fatalisme. Chacun de nous, en tant que Sénégalais, dans son domaine et selon ses compétences, devrait être une personne ressource pour son peuple, pour sa nation, pour sa patrie, pour une vraie république sénégalaise. Ce postulat est valable autant pour le paysan, l'analphabète, l'illettré que l'intellectuel. La citoyenneté dans et par l'action. Il faut aller à la recherche de la vérité avec toute son âme. Lorsque nos dirigeants s'habituent à laisser faire l'incompétence et l'immoralité, lorsque les fils de ce pays ne font plus attention et suivent la médiocrité, lorsque nos dirigeants tremblent devant les blancs et préfèrent leur tendre la main, lorsque les fils de ce pays ne font plus attention à la morale, lorsque finalement les jeunes ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de rien ni de personne, ni le chemin de la vérité, de la droiture et du courage, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la pauvreté et de la tyrannie. La jeunesse sénégalaise doit dépasser et abolir le populisme, la calomnie, le mensonge, l'agression physique et verbale, ce qui est à la fois triste et déplorable pour une jeunesse qui aspire au développement. La réussite doit être une obligation pour cette jeunesse fauchée et frustrée. Et pour cela, nous devons y croire absolument, même si toutes les situations nous prouvent le contraire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes mentalités suite à quoi chacun doit s'inspirer pour faire du Sénégal un pays à envier à travers le monde. Adoptons une éducation axée sur l'exploitation du gaz et du pétrole, car c'est elle qui nous permettra d'atteindre la liberté financière. C'est ainsi, chers Sénégalais, jeunes et vieux, que je vous exhorte à vous lever tous ensemble pour catapulter notre chère nation vers les cieux de la perfection, sur le plan social, économique, politique et éthique. Avec cette vision, et cette foi infaillible, nous serons en mesure de transformer ce climat politique, social et économique actuel en une oasis d'harmonie, de paix et de prospérité. Avec cette vision, nous serons en mesure de hisser le niveau de vie de tous les Sénégalais afin que quiconque, quelle que soit son appartenance sociale, puisse participer au gain du pays. Il est temps de nous débarrasser de cette anomie sociale
qui est la principale source de tous les vices auxquels est confrontée notre population. Agression, vol, viol, tuerie, crimes organisés, violence, corruption, etc. Nous ne devons pas laisser notre combat créatif dégénérer en violence physique. Nous devons toujours combattre sur le chemin, sur le terrain de la dignité et de la discipline. Ayons le sens du partage et du devoir. L'heure est venue de faire de la justice et de la souveraineté alimentaire une réalité, de sortir des sables mouvants de l'injustice pour prendre pied sur le roc solide de l'intégrité et de l'humanisme. Il est temps d'émerger de la vallée obscure de la corruption, de la ségrégation politique pour avancer vers la lumière. Une lumière dans laquelle chaque Sénégalais verra son compte. Le mal vient de ce que l'on se trompe au sujet du bien. Il incombe surtout à l'élite intellectuelle, aux enseignants, par leur vocation intellectuelle et sociale, et par surtout l'action politique de proposer des choix et des orientations nécessaires à cette dynamique collective vers un idéal du peuple sénégalais dans la mouvance mondiale. Tel est le sens de mon engagement, tel est l'objectif de ma réflexion. Il s'agit d'une réflexion qui puise sa matière dans des données, des effets réels à partir desquels je propose des axes vers la quintessence et l'efficience sans polémique, sans allégations fallacieuses et sans diffamation. Je propose un modèle politique différent, pensé et actionné autrement à partir des ressources naturelles colossales qui placeront le Sénégal dans le couloir des grands producteurs si les choses se passent convenablement dans la bonne gouvernance de la recherche à la commercialisation, en passant par le choix des acteurs et la sphère de la production. Dans cet ouvrage, j'expose la situation minière, pétrolière et gazière pour une industrialisation de nos matières premières au Sénégal. Le Sénégal est un pays qui bénéficie d'une des meilleures positions géographiques au monde. Avec sa position géographique en Afrique et dans le monde, sa situation géologique, géophysique, géopolitique et géostratégique actuelle aura très certainement une prépondérance à l'échelle mondiale. C'est ce que j'appelle d'ailleurs les 5G. En effet, notre pays dispose à nos jours d'importantes réserves dans le secteur minier, pétrolier et gazier. Nous pouvons citer l'or, le marbre, le phosphate d'alumine, le zircon, l'ilménite, le leucoxène, rutile troisième au rang mondial derrière l'Australie et l'Afrique du Sud. Le phosphate de calcium, l'un des meilleurs teneurs de l'Afrique, voire même du monde. Le basalte, le calcaire, matière première du ciment. L'atapulgite, le cuivre, l'argile céramique et industrielle. Le fer, l'atapulgite, le lithium, le molybdène, le nickel, le diatomite, etc. et sans compter l'ensemble des 29 blocs pétroliers et gaziers nous a valu une belle place sur le classement mondial. 13 en offshore, 7 en onshore et 9 en ultra deep. Dès lors, des questions s'imposent. Quelles sont les richesses naturelles découvertes au Sénégal? Quel en est l'état actuel de la politique du gouvernement? En quoi et comment ces découvertes pourraient-elles être le centre de gravité de la nouvelle évolution industrielle et économique du Sénégal au profit de ses populations? Et comment inscrire ce phénomène dans les méandres de la mondialisation? Telles sont les problématiques qui m'ont servi de fil conducteur. En ce qui concerne l'or, parlons un peu de l'or du Sénégal. Deux industriels dans la zone aurifère, Sabodola et Mako, sont en phase d'exploitation. Ils produisent plus de 8 tonnes par année. Uniquement pour Mako Corporation, ils ont fait des sondages de précision à hauteur de 56 000
net de forage. Coté à la bourse de Toronto au Canada, le Sénégal a d'autres réserves très importantes en quantité et en qualité. À Massawa, à Kosanto, la production d'or au Sénégal a atteint en 2020 près de 16,2 tonnes. La valeur de cette production est estimée à 636 milliards de francs CFA. Donc le Sénégal devient de plus en plus un pays producteur d'or. En ce qui concerne le marbre, le Sénégal compte 6 variétés de marbre qui se trouvent dans cette région aurifère entre Bandafassi, Ibel et Dendifelo. Vu le décret 2005-208 du 3 mars 2005 accordé à une société pour une concession minière d'exploitation de marbre à Ndébou dans la région de Tamba pour une production de 84 864 mètres carrés de dalles et de plaques de marbre par an. C'est du marbre naturel de qualité non encore exploité par les industriels. Donc nous avons des réserves estimées à des milliards de tonnes en qualité comme en quantité. En ce qui concerne le phosphate d'aluminite, il se trouve à Ndori, plus précisément dans la région de Matam, qui nous sert de fabrique d'engrais et d'autres matières premières pour d'autres activités connexes. Nous avons des réserves industrielles en quantité et en qualité avec des milliards de tonnes. En ce qui concerne le zircon et l'aménite, c'est l'un des plus grands projets d'Afrique de l'Ouest. Ces réserves sont estimées à 3 milliards 200 millions de tonnes, environ sur 100 km de long, troisième au rang mondial derrière l'Australie et l'Afrique du Sud, sans compter les réserves de Niafran en zone du sud de la Casamance. Cette industrie produit 85 000 tonnes de zircon, 200 000 tonnes en rutile et leucoxène et 650 000 tonnes en ilménite. Le Sénégal fournit à l'usine d'enrichissement d'ilménite qui se trouve à Tissedal en Norvège. Le Sénégal a produit 85 000 tonnes de zircon, soit 7% de la production mondiale. Seuls 10% reviennent au Sénégal. La tonne de zircon est vendue au minimum et 950 €, soit l'équivalent de 622 250 francs CFA. Donc le montant de la production annuelle est estimé à 80 750 000 €, soit 52 891 250 000, sans compter les 650 000 tonnes d'ilménite, de leucoxène et de rutile annuel. Ce groupe a investi des milliards pour des installations portuaires en zone nord du port de Dakar. Ils ont eu 3000 mètres carrés d'un hangar d'une capacité de 90 000 tonnes de produits en vrac, d'une aire de stockage d'une capacité de 150 conteneurs, réhabilitation de la plateforme du MOL 5 d'un central diesel de 36 MW, 2 locomotives, 42 wagons, trémies et 10 wagons plats hormis leur dernière commande de train. Les sondages de précision de cette mine ont été faits par DuPont, qui est un groupe chimique américain en 1990 à hauteur de 40 milliards de nos francs CFA. En ce qui concerne les phosphates de calcium, l'acide sulfurique ou phosphorique ou phosphogypse, ces réserves sont estimées à des milliards de tonnes qui se trouvent aux ICS, une mine à Toben dans le département de Tivaouane. En ce qui concerne le calcaire, 95% de cette ressource se trouve dans la première région minière du Sénégal, la région de Thiès, qui a une frontière régionale avec la capitale sénégalaise, Dakar. Le calcaire se trouve plus précisément de Morolan à Pout, Bandia, Popenguine, Nguéro, Joal, etc., dont nous avons des réserves estimées à des milliards de tonnes qui servent de matière première pour la fabrique de ciment et de béton pour la construction, raison de l'implantation de 3 cimenteries dans cette zone. En ce qui concerne le basalte est une roche volcanique
Nous avons des réserves estimées à des milliards de tonnes. Les 85% de ces réserves exploitables se trouvent à Diak, commune de Ngoundiane, dans la région de Thiès. Les autres réserves plus intéressantes en qualité se trouvent dans la région de Kédougou. Le basalte est utilisé sur toutes les infrastructures, bâtiments, revêtements pour les routes, etc. En ce qui concerne la tapulgite, elles ont été commencé à être utilisées au XIIIe et XIXe siècle, au XVIIIe et XIXe siècle plutôt, pour la fabrication de pipes et de porcelaine, comme terre à foulon pour le nettoyage de la laine. Actuellement, elles sont principalement exploitées par la production de granulés absorbants. Elles servent d'absorbant de l'eau, d'huile ou de produits chimiques. Cette ressource se trouve dans la région de Thiès, plus précisément à Alunkagne, avec des milliards de tonnes. En ce qui concerne le fer, d'après les sondages de précision au niveau de cette mine qui se trouve au niveau de la Falémé, nous avons des réserves de 750 millions de tonnes, dont parmi les meilleurs de l'Afrique, voire même du monde en quantité et en qualité. Exemple, la Mauritanie n'exploite que 13 millions de tonnes estimées à 400 milliards de francs CFA annuels. Pour avoir la mainmise sur ce fer de la Falémé, d'amont en aval, tout ce qui touche la métallurgie et la sidérurgie doit se faire dans le pays comme produit fini. Il nous faut d'abord une indépendance en énergie faisable avec notre propre gaz qui est le méthane. Le rythme de production est prévu et compris entre 12 et 25 millions de tonnes de minerais de fer, dont 50% de minerais en morceaux, 65,6% et 50% de fines d'agglomération. Les installations industrielles prévues à la mine comprenant essentiellement le concassage primaire, l'usine de traitement, la production d'énergie électrique et d'eau, les services techniques et les installations de manutention et de chargement des trains minéraliers. En ce qui concerne le pétrole, aujourd'hui le Sénégal est un pays pétrolier et gazier, dont nous avons des réserves en onshore comme en offshore, raison pour laquelle il y a une concurrence avec des seniors et des juniors, des compagnies multinationales en hydrocarbures, Africa Petroleum, Cairn Energy et First Australian Energy, et les Milto Sénégal, Oronto Petroleum, Transatlantic Cosmos Energy, Timis Corporation, Africa Petroleum, Fortesa International Sénégal, Tende Oil, Woodside Total Energy, British Petroleum, Petrotim Limited. La situation pétrolière et gazière pour une industrialisation de nos matières premières au Sénégal. Le Sénégal est un pays qui bénéficie d'une des meilleures positions géographiques au monde. Les réserves de gaz découvertes à Diamniadio ont été exploitées de 1987 à 2000. Il y a aussi le bloc de Diender et le puits de Gadiaga 2, dont la production estimée à 30 000 m3 par jour est vendue essentiellement à la Sococim du groupe Vicat. À cela s'ajoutent deux autres blocs qui vont être exploités en fin d'année 2023. Sangomar pour le pétrole et GTA pour le gaz. Sangomar offshore profond, 5856 km², Sangomar offshore, 4676 km², Rufisque offshore, 4449 km². Pour le projet gazier de Saint-Louis, GTA, on a en offshore une superficie de 9463 km² estimée à 560 milliards de mètres cubes. La production journalière fixée à 14 millions de mètres cubes qui représente 23 333 mètres cubes de gaz naturel liquéfié. Le gisement de Yakar, situé dans le bloc Cayor offshore profond, est évalué à 420 milliards de mètres cubes et celui de Teranga à 140 milliards de mètres cubes.
Ces deux blocs ont des réserves supérieures ou égales à celles du projet GTA. En 2014, les recherches pétrolières par la firme australienne FAR limitent au niveau du bloc Sangomar offshore profond ont donné d'importantes découvertes. Et en 2017, avec l'expertise du géant Cairn Energy, il est établi que de très grandes quantités étaient facilement récupérables. Aujourd'hui, plusieurs champs pétroliers ont fait l'objet d'exploration et 14 s'avèrent considérables en volume. Pour le bloc pétrolier de Sangomar, on compte 23 puits, 11 puits producteurs, 10 puits injection d'eau et 2 puits injection de gaz. Le Sénégal sera entièrement fait par les Sénégalais parce que nous sommes riches en potentialité, en connaissances, en compétences transversales. Alors nous allons être les artisans qui vont mettre le pays sur l'orbite du développement économique, social et environnemental. Au demeurant, je lance un appel solennel à tous les fils, à toutes les filles du pays, d'ici et de la diaspora, à se donner la main aux jeunes dans le même rêve et que l'agitation laisse la place à la bienveillance. La capacité pour une industrialisation et pour bientôt avec cette alternative générationnelle, crédible, sans complexe, et la nature nous a gratifié tant de richesses et cela ne doit pas être une fatalité, mais une opportunité pour aller de l'avant. Le Sénégal ne se fera que ce qu'en feront les Sénégalais eux-mêmes. Pour une première alternative générationnelle, nous devons revoir tous les contrats de concession sans demi-mesure sur leur cahier de charges, ayant des clauses de révision administrative, des techniques commerciales et même juridiques pour apporter des correctifs nécessaires, win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Nous allons et devons accompagner le secteur privé national sur l'orbite de notre développement, en ayant un œil directeur sur eux. Tout investissement du secteur privé dans le pays aura au minimum 10 ans d'exonération fiscale et l'État a l'obligation de protéger ses propres fils. Toutes les infrastructures routières vont être faites par le secteur privé et le génie militaire, qui regorge beaucoup d'ingénieurs en ponts et chaussées ainsi des ingénieurs en génie civil. Le sursaut ne peut être que patriotique pour donner à la patrie, à la nation, à la République leur signification souveraine. Cela passera certes par l'implication de chacun de nous individuellement, en passant par toutes les structures organisées, de l'associatif au syndicalisme jusqu'au militantisme. Le Sénégal mérite un président de la République cohérent et très pertinent, qui va offrir de nouvelles alternatives lors de la prochaine joute pour une alternance générationnelle crédible. Ce chef d'État doit être incontestable en termes de compétences. La rigueur dans le travail, le leadership et l'autorité sont des qualités dont nous attendons de nos dirigeants. Le chef de l'État doit être en mesure d'offrir les garanties d'être le leader pouvant regrouper différentes dynamiques qui œuvreront pour le changement. Il doit comprendre les enjeux géopolitiques. Ce président doit incarner l'intelligence, l'expérience, l'excellence, l'endurance, la compétence, la cohérence, la pertinence, la constance, la patience et la confiance pour développer ce pays. Il doit avoir des connaissances transversales de la gestion d'un pays, être toujours au-dessus de la mêlée, être un homme d'État et non pas un homme de détail. Je vous remercie. C'était M. Diop.